Le 4 juin 1996, l'entrepreneur Robert Meyer appela la garde côtière pour signaler un accident. Son yacht de 15 mètres avait pris feu. Sa femme et leur fille avaient disparu. En moins de quelques minutes, une opération de sauvetage fut organisée. Le yacht était la proie des flammes. Il était en train de couler. Même en ce mois de juin, les eaux sont glaciales en Alaska. Les sauveteurs devaient agir vite pour secourir Diana et Chrissy Meyer. Les représentants de la garde côtière de Juneau avisèrent le service de police de Sitka de l'incendie et de la disparition d'une femme et de sa fille. Le sergent Daryl Rice se rendit chez les Meyer pour y recueillir des informations qui aideraient les sauveteurs dans leur travail. Robert Meyer était rentré chez lui peu de temps après avoir téléphoné à la garde côtière. Il semblait épuisé et fou d'angoisse. Il déclara au sergent qu'il avait emmené sa famille pour une petite croisière en yacht autour des îles, juste au nord de la ville. Il était parti 2 jours plus tôt. Cela devait être leur dernière sortie avant le départ de Chrissy pour le collège. Le sergent Rice lui demanda de lui décrire le voyage. Il m'a dit que c'était un week-end parfait et que rien n'aurait pu aller mieux. Ils avaient eu beaucoup de plaisir. Meyer déclara que peu avant le coucher du soleil, il avait aperçu de la fumée s'échapper du pupitre de commande. De plus, le plancher au-dessus des moteurs était chaud. Meyer, qui croyait que le bateau était en feu, déclara qu'il s'était empressé de mettre sa famille en sécurité en les faisant monter à bord d'un skiff. C'est alors que Chrissy s'était souvenu que leur chienne se trouvait toujours à l'intérieur du yacht. Elle avait supplié son père d'aller la chercher. À son retour, sa femme et leur fille avaient disparu. Meyer, qui poursuivait son récit, déclara qu'il y avait alors des vagues d'1 mètre de haut. Il en était venu à croire que sa femme et leur fille étaient tombées à l'eau en montant à bord du skiff. Le sergent Rice lui demanda ensuite s'il avait besoin de soins médicaux. Meyer déclara qu'il s'était fait une éraflure à la jambe. Il croyait s'être blessé en quittant le bateau. Les recherches pour trouver les 2 femmes se poursuivirent. Don Cloting, le capitaine de l'équipe de sauvetage, donna ses ordres aux membres du service des incendies de Sitka qu'il dirigeait aussi. On disposait de nombreuses ressources. La garde côtière effectuait des recherches aériennes et les équipes de sauvetage effectuaient les recherches dans les eaux, aidées par des volontaires. Les équipes suivaient le courant, fouillant les eaux et la côte dans l'espoir de trouver Diana et Chrissy. Mais plus les heures passaient et plus les sauveteurs étaient inquiets. On était en mode sauvetage. On faisait des recherches de type 2, ce qui signifie qu'on était extrêmement rigoureux. En même temps qu'on tentait de trouver ces 2 femmes, on était aussi à l'affût de tous les indices possibles. Les sauveteurs aperçurent alors un objet rouge flotter sur l'eau. Il s'agissait d'un bidon d'essence. Ils remarquèrent qu'il n'avait pas de bouchon. Ils continuèrent les fouilles pendant plusieurs heures, mais au milieu de l'après-midi, ils avaient épuisé leur programme de recherche. On a ratissé les plages près de l'endroit où le bateau avait coulé. On a également ratissé toutes les berges. On est même repassé aux mêmes endroits à plusieurs reprises. Et il n'y avait plus rien à trouver. Les recherches pour trouver Diana et Chrissy Meyer avaient duré plus de 24 heures. La mission de sauvetage devenait maintenant une opération de repêchage des victimes. On a décidé de suspendre provisoirement les recherches compte tenu de la situation. Les autorités scrutaient toujours la côte, mais à présent, on recherchait des corps. On cherchait également des morceaux de l'épave qui se trouvaient sans doute, pour la plupart, au fond de l'océan. Randy McFerron de la police d'État de l'Alaska fut appelé à Ketchikan pour mener l'enquête de cet accident fatal. Lors de la réunion d'information, McFerron visionna les images du bateau en flammes filmées par la garde côtière. Selon Robert Meyer, les vagues mesuraient 1 mètre de haut au moment où sa femme et leur fille étaient montées à bord du skiff. Pourtant, sur l'enregistrement, la mer semblait relativement calme. On mit également McFerron au courant de l'itinéraire de Meyer la veille de l'incendie. Plutôt que de voguer près de la côte et des îles, Meyer avait conduit sa famille en haute mer, dans des eaux plus agitées. Pendant que le policier l'informait de l'enquête, McFerron releva de nombreuses contradictions dans les déclarations de Robert Meyer. Avant d'aller plus loin, il demanda les transcriptions de tous les interrogatoires pour les comparer. De son côté, le sergent Daryl Rice retourna chez Robert Meyer pour lui demander de lui décrire les événements qui avaient mené à l'incendie. Comme Meyer avait déclaré qu'il avait été le premier à sentir la fumée, le sergent Rice demanda à voir ses vêtements. Il espérait y trouver des indices. On m'a conduit dans la cuisine. Juste à côté se trouvait une petite buanderie. Les vêtements de Meyer se trouvaient dans la laveuse. Il sentait l'essence à plein nez. Meyer se justifia en disant que lorsqu'il avait commencé à se douter qu'un incendie faisait rage, il s'était précipité dans la salle des moteurs où de l'essence s'était répandue sur ses vêtements. Le policier demanda également à examiner le skiff.
On trouva l'embarcation sur une plage près de la marina de Meyer et on la remorqua au hangar de la garde côtière. Au laboratoire judiciaire, l'expert Walter McFarlane examina les vêtements. À l'aide d'un éclairage ultraviolet, il se mit à la recherche de cheveux ou de fibres, mais il ne trouva rien de significatif. Il y avait une forte odeur d'agent accélérateur ou d'essence. À ce moment-là, notre principal objectif a été de recueillir ces vêtements et de les garder précieusement. On conserva les vêtements dans le but d'y chercher éventuellement des traces d'agents accélérateurs ou de solvants. Les sergents Randy McFerron et Darren Rice étudièrent les transcriptions, relevant de nombreuses contradictions dans les déclarations de Meyer. Lors d'un interrogatoire, il avait déclaré qu'il y avait une panne d'électricité, puis que le moteur s'était arrêté et qu'il avait senti la chaleur du dessous. Ensuite, il avait dit que le moteur s'était arrêté avant que l'électricité ne soit coupée. Il avait aussi déclaré que sa femme et leur fille dormaient quand c'était arrivé, puis affirmé plus tard qu'elles étaient réveillées. Le lendemain, McFerron décida de faire la lumière sur ces contradictions en s'adressant directement à Meyer. Mais celui-ci refusa de coopérer et de parler à l'enquêteur. Il a déclaré qu'il ne nous parlerait qu'en présence de son avocat. Plus tard, au cours de l'après-midi, on a procédé à un interrogatoire de 30 minutes auquel assistait son avocat. À sa demande, l'interrogatoire s'est arrêté là et il nous a demandé de quitter les lieux. Sans la coopération de Meyer, les enquêteurs allaient devoir se tourner vers son bateau. Le skiff fut photographié et examiné en vue d'y trouver quelque indice comme des avaries ou des taches de sang. Juste sous le pare-brise, l'expert remarqua une petite tache rouge. Il en recueillit un échantillon et l'analysa pour voir si c'était du sang. Ses résultats furent positifs. Des analyses préliminaires indiquèrent qu'il s'agissait de sang humain. Maintenant, il fallait déterminer de qui provenait ce sang. Les enquêteurs étaient perplexes. 2 femmes avaient bien disparu, mais ils ne disposaient d'aucune autre information. Et même si les rares indices laissaient présumer qu'il ne s'agissait pas d'un accident, la seule personne qui aurait pu leur fournir des réponses refusait de leur parler. Il ne leur restait plus qu'à examiner le yacht, mais celui-ci se trouvait au fond de l'océan. D'abord, on avait cru que le bateau s'était échoué sur un haut fond, mais même avec des caméras sous-marines et des équipes de plongeurs, on n'avait rien trouvé. L'épave avait disparu. La nouvelle du drame se répandit comme une traînée de poudre dans la ville de Sitka. Si Robert Meyer refusait de parler à la police, ce ne fut pas le cas de plusieurs habitants de la ville. Au poste de police de Sitka, on reçut de nombreuses informations. 2 jours après l'incendie, l'enquêteur en chef Randy McFerron apprit que Meyer avait acheté une assurance sur la vie de sa femme et de leur fille. Elles étaient au montant de 500 000 $ chacune. C'était suspect. Pourquoi avait-il pris une assurance sur la vie d'une adolescente au montant de 500 000 $? Après tout, elle ne gagnait aucun salaire. Suite à leur décès, il devait toucher la somme d'1 million $. Meyer disposait également d'une assurance tout risque pour son yacht de 15 mètres. Sur la police, il avait indiqué que le modèle de son bateau était un Hatteras, un yacht d'une valeur de 250 000 $. McFerron devait obtenir le plus d'informations possible sur la famille Meyer. Une des amies de Chrissy déclara ignorer si les Meyer avaient des problèmes familiaux. À sa connaissance, c'était une famille très unie, particulièrement Chrissy et sa mère, dont les liens étaient très étroits. Quand on lui demanda si Chrissy était une bonne nageuse, elle répondit que son amie avait pris des cours de natation. Contrairement à ce que Meyer avait dit, non seulement sa fille savait-elle nager, mais de plus, elle avait suivi un cours avancé. McFerron s'entretint ensuite avec une employée saisonnière de l'entreprise de Meyer. Celle-ci déclara que Robert Meyer avait un comportement étrange depuis les disparitions de Diana et Chrissy. Il ne semblait pas ébranlé par ce drame et ne s'était pas occupé des arrangements funéraires. Elle ajouta que Meyer était soupe au lait et qu'il lui arrivait souvent de parler brusquement aux employés ou de leur crier des sottises. Elle l'avait vu renvoyer et réembaucher les mêmes employés à plusieurs reprises au cours des 4 étés où elle avait travaillé pour lui. De plus, une rumeur circulait voulant que Meyer ait une liaison avec l'une de ses employées. Une voisine de Meyer déclara quant à elle qu'elle avait aperçu une des employées venir chez lui à plusieurs reprises quand Diana et Chrissy étaient à l'extérieur de la ville. Elle avait d'ailleurs remarqué que souvent cette femme ne quittait la maison que le lendemain matin. On obtint alors une autre information intéressante d'un mécanicien qui avait effectué maintes réparations sur le yacht de Meyer. Celui-ci déclara à l'enquêteur que le bateau n'était pas un Hatteras comme le clamait Meyer, mais un Meridian, un yacht moins onéreux mais qui ressemblait beaucoup à un Hatteras. De fait, il était difficile de les distinguer l'un de l'autre. En outre,
Le yacht n'était pas en parfait état. Les allégations de liaison amoureuse, de même que la possibilité que Meyer ait tenté de frauder son assureur, constituaient des preuves indirectes. Mais sans rien de plus concret, les enquêteurs savaient qu'ils auraient du mal à prouver sa culpabilité. Ils croyaient que les indices judiciaires dont ils avaient besoin pour boucler l'affaire se trouvaient avec l'épave, au fond de la mer. 2 semaines après l'incendie fatal, les experts du laboratoire judiciaire d'Anchorage analysèrent les vêtements de Meyer, de même que le bidon d'essence. Chris Beheim commença par fixer une petite bande de charbon activée sous le couvercle de boîte de peinture contenant les articles. Le charbon absorberait tout liquide inflammable. Il mit ensuite ces boîtes à chauffer dans un four afin d'accélérer le processus d'évaporation. Une fois cette opération terminée, Beheim utilisa un chromatographe équipé d'un spectromètre de masse pour séparer les composantes et les analyser. Les distillats de pétrole produisent un graphique en forme de cloche que l'on peut interpréter. Beheim en conclut que les résidus trouvés dans le bidon à essence découvert sur les lieux de l'accident étaient les mêmes que ceux des vêtements de Meyer. Pour cette analyse, on disposait de 5 vêtements. Sur 4 d'entre eux, j'ai détecté la présence de mazout, une substance similaire au kérosène ou au diesel. Les distillats de pétrole que j'ai détectés dans l'affaire Meyer étaient de type lourd et donc pas aussi volatiles que ceux de l'essence pour les autos ou de l'essence à briquet. Par conséquent, ils s'évaporaient moins rapidement. Les indices commençaient à s'accumuler contre Robert Meyer, mais les enquêteurs croyaient que les preuves les plus convaincantes se trouvaient toujours au fond de l'océan. Tant qu'on ne trouverait pas l'épave et qu'on ne la sortirait pas de l'eau, il serait difficile de résoudre cette affaire. 2 mois après le début de l'enquête, le détective Randy McFerron de la police d'État reçut un message par télécopie du ministère de la Chasse et de la Pêche. Un petit sous-marin devait venir dans la région pour effectuer des recherches. On a demandé aux responsables de nous aider pour un jour et ils ont accepté. Après 1 heure de fouille dans des eaux troubles, à une profondeur de 150 mètres, McFerron trouva enfin ce qu'il cherchait. La superstructure et le pont principal avaient été complètement détruits par les flammes, mais la salle des moteurs et la plupart des barreaux de l'échelle étaient intacts. Pour sauver l'épave, McFerron contacta l'ATF, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, et obtint les services de l'investigateur en incendie George Barnes. Après avoir visionné les images filmées à partir du sous-marin, Barnes conclut que la meilleure, sinon la seule chance de sauver l'épave était de la hisser hors de l'eau en la prenant par les 2 moteurs diesel. Mais pour cela, on devrait attendre au printemps. L'opération de sauvetage était trop risquée pour être entreprise au cours de l'hiver de l'Alaska. On remit donc l'opération au mois de mars de l'année suivante. À l'aide d'une barge-grue fournie par une entreprise de Sitka ainsi que d'un véhicule télécommandé de la marine américaine, l'épave du bateau de Meyer fut enfin hissée hors de l'eau. Le yacht avait subi d'importants dégâts à cause de la corrosion. George Barnes ne s'était pas trompé à propos des moteurs diesel. L'équipe avait pu s'y accrocher, ce qui avait facilité l'opération de mise hors de l'eau. Et contrairement à ce que Meyer avait prétendu, les moteurs étaient encore en parfait état. Barnes examina ensuite 3 morceaux de l'échelle. Il croyait qu'il pourrait prouver que le foyer de l'incendie ne se trouvait pas dans la salle des moteurs. Le bois semblait être du teck. On pouvait y voir des traces de brûlures irrégulières. Le montant droit de l'échelle, à tribord donc, était sévèrement endommagé par les flammes, de même que tout le secteur avoisinant, mais pas la paroi du bateau. Si l'investigateur Barnes ne s'était pas trompé et que le bois était bien du teck, il savait que ce bois-là aurait difficilement pu se consumer. En outre, si l'incendie s'était déclaré dans la salle des moteurs, la distance entre celle-ci et l'échelle était trop importante pour que l'on retrouve de telles traces de brûlure sur le bois. Le teck brûle très lentement, et le temps pour les flammes de rejoindre l'échelle, celle-ci aurait été submergée et n'aurait subi que peu de dommages. Randy McFerron fit analyser le bois pour en déterminer l'essence. Barnes ne s'était pas trompé, il s'agissait bien de teck.
Pour tester son hypothèse, George Barnes mit au point une expérience. Non seulement le bois brûlait-il difficilement, mais comme il le soupçonnait, l'endroit où était située l'échelle n'était seulement qu'à 15 cm au-dessus de l'eau, dans des eaux calmes. Meyer avait déclaré qu'il y avait des vagues d'1 mètre de haut et plus au moment de l'incendie. On ne pouvait donc pas expliquer pourquoi les flammes avaient pu endommager l'échelle à ce point, puisque celle-ci aurait dû être complètement trempée en raison de la houle. Les enquêteurs savaient également que sans les cadavres des 2 femmes, il leur serait difficile de déterminer la cause de leur mort. Au laboratoire d'État à Anchorage, Hayne Hamilton tenta d'obtenir l'ADN de la minuscule tache de sang trouvée sur le skiff de Meyer. Pour ce faire, l'expert eut alors recours à un nouveau procédé, la réaction de polymérisation en chaîne ou PCR. Auparavant, pour effectuer des analyses génétiques, on devait disposer d'un échantillon de sang au moins grand comme une pièce de 25 cents. Mais le nouveau procédé, le PCR, nous permet d'effectuer nos analyses avec un échantillon aussi petit qu'un point à la fin d'une phrase. L'échantillon est mélangé à des produits chimiques avant d'être chauffé, puis refroidi dans un instrument qui sépare et copie les doubles hélices de l'ADN. Après 32 de ces cycles de chauffage et de refroidissement, la réaction de polymérisation en chaîne avait copié le code génétique de quelques cellules à plusieurs milliards, cellules qui avaient toutes les mêmes caractéristiques génétiques. Après ce procédé, Hamilton compara ses résultats au code d'ADN dont elle disposait et put ainsi conclure que le sang n'était pas celui de Robert Meyer ni de sa fille. Malheureusement, les enquêteurs n'avaient pas réussi à mettre la main sur un échantillon de sang de Diana, la femme du suspect. À l'aide d'échantillons de sang obtenus de ses parents biologiques, Hamilton put toutefois effectuer le test de paternité inversée et découvrir que les probabilités que le sang trouvé sur le skiff soit celui de Diana étaient supérieures à 99%. McFerron croyait que ces indices lui permettraient d'arrêter Robert Meyer. Même si on n'avait trouvé aucune trace des corps, les enquêteurs étaient d'avis que Meyer avait assassiné sa femme et sa fille au cours de ce fameux week-end. Il avait ensuite versé de l'essence sur le yacht et y avait mis le feu intentionnellement pour faire croire à un accident. Quelques jours avant de comparaître en cour devant un grand jury, Robert Meyer fut victime d'un accident de la route. Il s'est cassé le cou et s'est retrouvé paralysé du cou jusqu'en bas. Quand c'est arrivé, on prévoyait présenter ce cas au grand jury ici à Sitka. On a donc dû mettre cela sur la glace. On devait attendre de voir s'il survivrait à ses blessures ou non. Meyer survécut. Il retourna à Sitka pour comparaître en cour, assis dans un fauteuil roulant. Le grand jury remit ensuite au juge des actes d'accusation selon lesquels Meyer se serait rendu coupable de 2 meurtres au premier degré, de 2 meurtres au second degré, d'incendie criminel, d'avoir tenté de modifier les preuves matérielles et de 2 tentatives de fraude. Mais Meyer n'allait jamais faire face à un procès criminel. Quelques mois avant qu'il ne comparaisse en cour, on trouva son corps dans des eaux peu profondes au bout d'un quai. Après une enquête méticuleuse, on conclut qu'il s'était enlevé la vie.